Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydome Soir aujourd'hui. Salut. Attention, boxe anglaise avec un choc que nous attendons avec la plus grande impatience. Attention, suspense, Anthony Joshua contre Kubrat Pulev. On devait avoir ce combat-là initialement, je crois que c'était en 2018 ou 2017, mais finalement Pulev s'était blessé. Depuis, il a continué de battre je ne vais pas dire des no-name, mais des journeymen pour finalement consolider sa place de challenger obligatoire. Et donc, il affronte Anthony Joshua ce 12 décembre à la SSI Arena de Londres. Kubrat Pulev, 28 ans en carrière, seulement battu par TKO ou KO, donc par par KO contre Klitschko. Il avait un petit peu malmené au début et ensuite il a vraiment pris l'eau. Depuis, il a enchaîné les victoires. De son côté, Anthony Joshua, 23-1, porteur de toutes les ceintures mondiales sauf WBC, donc WBA, IBF, WBO, IBF et IBO. Et donc 23-1, puisqu'il a pris sa revanche sur Andy Ruiz. Donc ce combat-là, on a vraiment l'impression que c'est plus un combat pour patienter avant les grosses échéances pour Anthony Joshua. Bah, c'est clair que c'est pas le combat qui fait le plus rêver, mais bon, c'est un combat qui était de toute façon obligatoire pour lui. C'est pour défendre une des ceintures. Je pense que je sais plus laquelle c'est. IBF, il est challenger obligatoire IBF, Kubrat Pulev. Parce que très honnêtement, je m'en contrefous de ça. Enfin, des combattants obligatoires et tout ça, c'est des magouilles, c'est des trucs. Ça n'a aucun sens. Enfin, je sais pas. Dillian White, par exemple, il était longtemps le mandatory challenger. Et enfin, personne l'a pris, donc ça, je sais pas. C'est ce genre de truc pour moi, c'est en fait les turéféraires d'Anthony Joshua disent ouais, c'est un combat obligatoire, il devait le prendre et tout, mais il y a obligatoire et obligatoire. Et ouais, je pense que là, c'était pas mal parce que ça permet de garder la ceinture et d'accrocher Pulev. Et Pulev, honnêtement, ne représente pas une énorme menace pour Anthony Joshua. Non. Donc voilà, ça tient en forme. Ouais, c'est un combat filler, quoi. C'est un combat filler, mais bon, à ce niveau-là, malheureusement, c'est un peu ce qu'on reproche souvent à la boxe, mais c'est pas possible de faire de prendre un mec comme Joshua et de le faire quand il arrive à ce stade-là. Et de le faire combattre contre tous les mecs les plus dangereux, quoi. Non, mais surtout le risque, c'est qu'il y avait vraiment rien pour le coup qui perde sa ceinture. Parce que tu sais, comme il y avait eu la revanche contre Andy Ruiz, ils avaient déjà fait le premier combat où ils avaient payé le IBF pour que justement... Ouais, non, c'est pas ça dont je parlais. Moi, c'était juste, je disais, dans l'absolu, de toute façon, oui, bon, effectivement, s'il risquait de perdre la ceinture, ça avait un sens encore que... Enfin, bon, bref, je sais pas... Je sais pas, il y a des intérêts économiques là-dessus. C'est plus avantageux de garder la ceinture, t'es payé et tout, donc c'est ouais, tu vois, genre c'est l'aspect de la boxe qu'on n'aime pas trop, Ouais. parce que bon, ce combat, en fait, ça recule d'autant plus les échéances avec des combats qu'on attend véritablement, mais ces combats-là, ceinture de la boxe en jeu, ceinture mondiale en jeu ou non, les combats qu'on attend vraiment, on va vraiment attendre pour les avoir, quoi. C'est fini l'époque où les boxeurs, on peut le regretter, s'affrontaient entre tauliers, quoi. Là, si t'es au top et que tu as 3 combats ou 4 combats contre des mecs vraiment, vraiment bons, c'est que tu as vraiment une belle carrière, parce que pour chaque combat que tu vas prendre qui est véritablement dangereux pour ta position, tu vas en prendre 3 qui ne sont pas dangereux, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on attend depuis des années le fameux Errol Spence contre Terence Crawford. Et en plus, Anthony Joshua qui a mis un petit coup de clim sur tout le monde, puisqu'il a dit que pour 2021, on irait plutôt vers un combat contre Usyk plutôt que Tyson Fury. Usyk qui est lui aussi chez Matchroom. Mais bon, pour l'instant, il y a Kubrat Pulev. Kubrat Pulev, donc, qui est représenté par Top Rank, et notre cher Bob Arum qui a dit que Pulev allait mettre KO Anthony Joshua. Est-ce qu'on peut y croire à ça finalement ? Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir Kubrat Pulev mettre en difficulté Anthony Joshua. Pareil. Je pense que c'est pas. Je sais pas ce qui est la part de communication de la part de Bob Arum et de ce qu'il y croit vraiment, parce que bon, Bob Arum commence à se faire rager, et je trouve que sur certaines de ses sorties, parfois, il est un peu. C'est quand il allait dire que Andy Ruiz était un boxeur médiocre. Oui.
C'est un des meilleurs heavyweight actuels, Ouais. tu vois. Et justement, en Aujourd'hui, comparaison avec Kubrat-Pulev. Voilà. et bah oui, moi franchement, je pense qu'il est beaucoup plus complet que Kubrat-Pulev, hein, Andy Ruiz. Et surtout que Kubrat-Pulev, bah, il a quel âge? Il a 39 ans maintenant. Donc, Ouais, 38 piges, bah, il a quand même un bon jab, travail au corps qui est assez intéressant sur ses combats. Alors, sur les bons aspects de Pulev, c'est qu'il est, bon, déjà, il est assez grand et il a un physique assez impressionnant. Bon, ça Ouais, n'entrera pas en ligne de compte parce qu'il a quand même un petit désavantage contre Anthony Joshua. Mais dans la plupart des cas, il a un c'est clair. avantage d'allonge sur ses adversaires. Et il sait bien s'en servir, effectivement. Il a un bon jab. Et il a un style assez atypique. Il aime beaucoup, en fait, en anglais, on dit frame, tu vois, mais mettre les mains en avant Mhm. pour essayer de contrôler, en fait, à la fois le bras arrière et le bras avant de son adversaire. Et c'est comme ça que généralement il a tendance à nullifier les attaques parce que en mettant les bras en avant, un peu comme pour vous visualiser, imaginez la caricature des films de boxe taille des années 70 où tu voyais les mecs comme ça, tu vois. Enfin, c'est à peu près comme ça en fait qui combat. Comme ça en fait, il laisse volontairement ouvert l'axe qui est en face de lui et ça encourage son adversaire à rentrer de manière linéaire, c'est-à-dire soit en jab, soit en cross. Et en fait, lorsque l'adversaire fait ça, généralement, soit il part en fait les coups, soit il part et en même temps il rentre avec son jab. Et comme ça, de cette manière-là, il a secoué Klitschko sur le premier jab du combat. Sur le premier round, Klitschko rentre avec un jab un peu paresseux. Et en fait, au moment où il rentre avec son jab, Pulev en fait part avec son bras arrière le jab et rentre en même temps et crée la collision avec son jab. Et donc, c'est son style, c'est assez atypique en heavyweight et ça peut marcher contre, je pense, beaucoup d'adversaires du fait justement de sa taille, du fait il y a plein de choses qu'il sait faire. Quoi. Comme tu as dit, il a un bon jab. Son jab, en fait, ce qui le rend particulièrement véloce, c'est que comme il a ses bras en avant et qui sont déjà en ligne et alignés vers l'adversaire, il n'a pas besoin de faire un mouvement. Vous savez, quand vous êtes en position de garde, quand vous faites un jab, le jab, il n'est pas vraiment linéaire, en fait. Vous allez vous abaisser et l'envoyer, en fait. Même si c'est un micro-mouvement, vous allez perdre un peu de temps sur le moment, en fait, où la main va s'aligner avec le visage de l'adversaire pour partir, en fait. Quand vous avez déjà la main alignée sur le menton de l'adversaire, vous avez juste à attendre le bras, en fait. Donc, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de setup, en fait. Enfin, il n'y a pas un signal, je veux dire, qui est envoyé à l'adversaire, genre là, je vais envoyer un jab, en fait. Et c'est pour ça qu'il a un jab assez véloce et surtout assez inattendu, en fait, Pulev. Ça tient, en fait, ça vient à la fois de sa vitesse et de son athlétisme, mais de cette espèce de position qui est vraiment pas atypique, qui est vraiment atypique plutôt. Mais le problème de ça, c'est qu'à mon avis, ce style-là, c'est quand même un style assez unidimensionnel, malheureusement. Et quand ça ne marche pas, quand on trouve la réponse, je vois mal Pulev s'adapter en fait. Son combat contre Klitschko, c'était ça, c'est-à-dire que Klitschko a au début galéré, entre guillemets. Il a eu une Ouais. difficulté, Klitschko, parce qu'il n'arrivait pas à installer son jab, justement du fait de cette façon de parer en fait et d'obstruer la ligne de course du jab avec ses bras en fait étendus vers l'avant, un peu comme une momie, tu vois, pour voir l'image. Et en fait, Klitschko, il s'est vite adapté, c'est-à-dire il a feinté du jab. Et au moment où, en fait, où Pulev C'est ça. baissait le bras arrière pour intercepter le jab, ben, il remontait avec le même bras en crochet. Et il y a au moins 3 knockdowns comme ça, où c'est son Mhm. crochet du bras avant, en fait. Et Ouais. c'est juste, ça lui a pris un round pour s'adapter, en fait, à Klitschko. C'est ça. Un round, au début, il était bon, merde, c'est chiant, qu'est-ce que je fais? Bon, je m'adapte. Et du coup, Pulev, à part essayer d'accrocher Klitschko, ne s'est pas adapté, en fait. Et là, le problème, c'est il fait face à un mec qui a peut-être l'arsenal offensif le plus complet en boxe poids lourd actuel, qui aime bien boxer à distance, Mhm. qui a lui-même un très bon jab, qui aurait un avantage d'allonge sur lui Ouais. et qui, je pense, va s'adapter très vite aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai été très positivement surpris par Anthony Joshua sur son deuxième combat contre Andy Ruiz. Complètement. Même si J'ai là, il a trouvé, dit qu'il allait adopter un style différent. Il allait être beaucoup moins évasif. Et là, pour le coup, il a, je pense, envie d'en finir assez rapidement. bien sûr, mais il aurait tout intérêt. C'est-à-dire C'est clair. qu'il a développé un style un peu à la Larry Holmes, là, Larry Holmes du pauvre. Et je dis ça, c'est très flatteur, hein, parce que Larry Holmes, c'est un excellent boxeur contre Andy Ruiz, parce que justement, il avait analysé ce qui lui avait Mhm. coûté son premier combat. Et réussir à changer, à passer En 6 mois seulement. en 6 mois d'un boxeur-puncher qui généralement a tendance un peu tu vois, en anglais, on dirait
à bully, tu vois, mais à maltraiter ses adversaires, à les faire craquer mentalement, sans forcément être le plus sophistiqué du monde dans son attaque. Passer de ça à un boxeur qui sait se déplacer, qui sait désaxer, qui ne reste jamais le dos aux cordes et qui a en fait complètement empêché Andy Ruiz d'installer sa boxe, à part quelques petits moments là et là où Andy Ruiz arrivait à créer le clinch, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je trouve à ce niveau-là, alors, il y a plein de gens qui ont critiqué la performance d'Anthony Joshua. Moi, justement, au contraire, j'ai trouvé que cette performance était plus impressionnante qu'un KO, tu vois, random qu'il aurait mis du bras arrière et tout, parce que ça signifie qu'il a une plasticité mentale et stylistique qui est très intéressante, surtout venant d'un colosse. Généralement, les colosses, c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas tellement besoin de s'adapter, vu qu'ils mettent déjà KO tout le monde. Ouais. Et dès qu'ils doivent s'adapter, ça coince. Donc, je pense qu'Anthony Joshua, s'il n'est pas intelligent, ou s'il est intelligent, je pense qu'il est intelligent, et s'il ne l'est pas, il est très très bien entouré par des gens qui savent et qui comprennent ce que c'est que la boxe, à la différence de l'entourage par exemple de Wilder, tu vois, petit tacle, hein, parce que pour ceux qui restent encore avec lui, hein, parce que sinon voilà, c'est ça, non, c'est assez grave là. Mais du coup, à mon avis, ça va prendre 2 secondes à une équipe qui est rodée pour trouver en fait le plan contre Pulev, parce que son style est tellement défini à Pulev que tu trouves vite je pense qu'il va trouver vite une parade. Moi, éventuellement, ce que je peux imaginer, c'est que ça va être, à mon avis, dans la course du combat. Si Pulev fait la même chose qu'il fait d'habitude tout le temps, donc on est tous enclins à croire qu'il va faire la même chose, vu qu'il a fait tout le temps il a tout le temps la même approche d'un combat sur l'autre. Eh bien, je pense qu'il va y avoir éventuellement 1 ou 2 rounds intéressants, parce que Pulev va gêner le jab de Joshua. Et Joshua, il aime bien installer son jab et tout pour à un moment donné se mettre à mi-distance et enchaîner. Là, je vous parle du Joshua offensif, hein. Je ne vous parle pas du Joshua qu'on a vu contre Andy Ruiz dans son 2e combat. Ce qu'il aime bien, Joshua, c'est installer son jab en haut, jab au corps, et puis quand il sent qu'il peut déborder, là, il explose en combinaison, et parfois en combinaison mi-crochet et tout. Donc ça, c'est son style. Avec Pulev, il risque peut-être, éventuellement, s'il n'y prend pas garde et qu'il fait des jabs un peu paresseux, c'est-à-dire s'il lance un peu le jab sans trop y réfléchir, il peut se faire, on va dire, outsmarter déjouer, si en français, par Pulev, parce que Pulev, c'est son style justement de nullifier le jab et de nullifier le bras arrière de l'adversaire pour ensuite placer en interception ses coups. Donc je pense que peut-être éventuellement, si Joshua fait pas trop gaffe, il y aura 3 rounds qui seront peut-être un peu compliqués, mais qui ne seront pas forcément de haute volée en action. C'est-à-dire que ce sera plus du jeu d'échecs, savoir qui va installer sa distance, qui va installer son jab et tout. Et après, je pense qu'à un moment donné, Joshua, il va se rendre compte que le corps de Pulev est complètement découvert. Ça, c'est le problème de sa garde, hein. Il a les bras comme ça, donc le corps est complètement découvert. Que si tu feintes, tu désamorces une partie de la défense de Pulev. C'est-à-dire, le truc de Pulev, c'est que comme il part les coups, il est au taquet. Dès qu'il voit un truc, il donne un petit mouvement de bras, tu vois, pour écarter en fait le jab ou le bras arrière. Si tu commences à feinter, tu vas déjouer et entraîner un décalage chez Pulev, qui ne saura plus quand est-ce qu'il doit commencer à parer ou quand est-ce qu'il doit rester aux aguets. Et là, en fait, par exemple, si tu doubles le jab ou tu feintes de l'épaule et tu passes ton bras arrière, là, je pense que tu peux commencer à prendre de vitesse vraiment Pulev, qui, hormis cette défense, on va dire, en parade, il n'a pas une très bonne défense, Pulev. Il n'a pas de très bons mouvements de tête. Il n'a pas une très très belle défense, tu sais, fondamentale. Donc, et ça, je pense que Joshua va le découvrir assez rapidement. Va installer des feintes, va doubler le jab, va réussir à déjouer cette défense, la défense Pulev. Et je pense qu'à un moment donné, à force de trouver le timing, va trouver un timing pour son bras arrière. Je pense qu'à un moment donné, ça va passer. Et là, Pulev est dur au mal, c'est-à-dire qu'il peut prendre des knockdowns, se relever et repartir. Comme contre Klitschko, le premier qui se prend après, le seul mec qui a provoqué Klitschko a passé de près un knockdown de l'espace. En plus, c'est un gros knockdown, et il prend des gros knockdowns contre Klitschko. Il en prend au moins 3 ou 4, je crois. Ouais. Et le KO, en revanche, il est mortel. Mais donc il a de la combativité en lui. Il a du savoir-faire. Il sait aussi clincher, il sait aussi casser les couilles comme tout boxeur vétéran. Le problème, c'est que là, il est en face d'un mec qui est en pleine bourre et qui, en plus de ça... Et puis physiquement aussi, c'est compliqué. C'est vrai que pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir l'avantage physique, là, Pulev, il se retrouve peut-être face à un des 2 seuls autres gars avec Tyson Fury qui est beaucoup plus puissant que lui.
Et puis bon, on va pas se mentir, même si Pulev a une plus grande carrière que Joshua, Ouais. et aussi une carrière amateur. Bon, il a Mhm. pas gagné les JO, mais il a Non, fait mais une grosse carrière amateur, ouais. il a été plusieurs fois champion d'Europe et Ouais. ouais, il me semble. Ouais. Oui, je dis pas de bêtises. Et malgré ça, je pense que l'adversité qu'il a rencontrée est déjà inférieure à celle Mhm. rencontrée Ouais. par Joshua. Et puis ça C'est-à-dire, fait un moment aussi. Ça fait un moment qu'il n'a pas affronté de top fighter non plus. les derniers bons combattants vraiment bons qu'il a affrontés ces dernières années, c'est Derek Chisora et Yugi Fury, on peut mettre aussi. ouais, c'est parce qu'on aime bien Tyson Fury, hein, mais oui, parce que Mais bon, parce le truc qui qu'après, est intéressant avec Yugi Fury, c'est que c'est un grand et qu'il a beaucoup d'allonge et qu'il est un peu qu'il est chiant à boxer. Mais je le mets pas au même. Enfin, il y avait aussi le Nigérian Samuel Peter. Peter, ouais, Ouais, c'est ça. Mais donc, c'était au même moment à peu près, ouais. mais c'est des bons combattants, mais c'est pas. Ah, Ouais, c'est pas top 10 mondial, c'est pas c'est top pas 10 top 10 mondial. et ça vaut pas. Je suis désolé, mais là je m'inscris contre Bob Arum, mais ça vaut pas Andy Ruiz, quoi. Ça vaut pas. Ah, Même clairement. si ça fait rire les gens, Hmm. ça vaut pas Andy Ruiz, ça vaut pas Takam, ça vaut pas. Bah, Parker. Ah, quoique Shizora et Takam, à la limite, ils ont à peu près le même niveau, mais Ça vaut pas Parker. Parker, ça vaut pas Parker. Enfin, donc pour tout ce qu'on peut critiquer de la part de Joshua, il a quand même sur ses derniers combats Mhm. affronté de bons adversaires. Pulev pas tellement, et donc je pense que là, comme il commence à se faire vieux et tout, ça va. Bah, c'est pas un combat qu'il doit gagner. Ça c'est Non, clair. Il c'est n'est pas clair. censé du tout le gagner ce combat, hein, Pulev. Hein. Après, non, mais après, ça va être intéressant. Moi, je suis intéressé par ce combat mais pas dans la perspective. Oh là là, ça va être une vraie menace pour le titre et tout, mais dans la perspective amélioration du jeu en Non, fait c'est clair. de Joshua. Parce que là, Joshua, il va rencontrer un mec qui a de l'expérience, qui a du savoir-faire et qui a un style vraiment atypique. Et Hmm. ça, c'est toujours intéressant à rencontrer, surtout en heavyweight, parce que en heavyweight, tu peux tomber sur des profils complètement random, chelous, tu vois. Et ça, Pulev, c'est un peu le cas, donc Ouais, c'est pas puis plus mal. si Joshua aussi peut poursuivre dans ce qui a fait son succès jusqu'au premier combat contre Andy Ruiz, parce que rappelons-le, hein, le premier combat contre Andy Ruiz, jusqu'à ce qu'il se fasse mettre knockdown, il avait quand même lui-même mis un sacré knockdown sur Andy Ruiz et il était en contrôle total sur le combat aussi, hein, donc bon. Ouais, enfin, après contrôle total, je sais pas, mais oui, il avait le match en main, quoi. Ça c'est clair. Donc effectivement, là le combat, c'est un combat de formation, tu vois, Mhm. clairement tel que je le vois. Pas tellement, j'arrive pas à le concevoir comme un combat de défense de titre, à proprement parler, parce que c'est Non, ridicule. c'est clair. Enfin, je veux dire, qui ici considère que Kubrat Pulev mérite d'aller non, mais voilà, quoi, Non, t'as des c'est mecs clair. qui sont plus, qui ont plus de. Enfin, on veut tous voir le combat Fury Oui, il y a le Joshua. combat Fury, il y aurait même eu, tu vois, ou même faire. Après, peut-être que c'était un peu tôt, mais c'est vrai que Usyk, ça aurait été pas mal aussi, tu vois. Après, je me dis Usyk, que c'est peut-être un peu tôt. c'est un peu, c'est mieux déjà. C'est mieux aussi que Pulev. Pulev, les gens vont se dire, oh là là, il dit du mal sur Pulev et tout. Il est pas sympa. C'est pas ça. À un moment donné, faut être objectif. Pulev, ses plus belles années, elles sont derrière lui, quoi. C'est ça. Il est Bah non, et puis tu peux passé. pas te retrouver à ce genre de combat, en fait, quand t'as battu personne depuis 4 piges, en fait. Moi, Mais c'est c'est surtout ça ça, qui me c'est pose que problème. honnêtement, c'est un traquenard ce combat pour lui. Et je pense qu'il en a tout à fait conscience, même s'il va jouer sa chance. Hein, je Ah pense pas oui, et il va être très bien payé aussi, hein. Mais voilà, ça se refuse pas un combat comme ça quand t'es Pulev. Mais Pulev, même à son meilleur, tu vois, je pense qu'il n'aurait pas eu une Ouais. chance contre Joshua. Tu vois, c'est terrible ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Bon, il suffit que je dise ça pour que Pulev mette KO Joshua. Après, tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais bon, objectivement, si on me demande mon avis, moi, c'est ce que je pense de ce combat-là. Voilà, c'est histoire de rajouter petite case verte sur la page Wikipédia de Joshua. Et voilà. Exactement, et tourner la page Andy Ruiz. D'ailleurs, j'espère qu'Andy Ruiz va bientôt revenir parce que ça fait un petit moment qu'on attend, mine de rien, son retour. Il a changé de team, maintenant il est avec Canelo Alvarez. On espère qu'il sera bien cadré, tout ça, pour la suite. Et puis que peut-être on aura une trilogie à l'avenir. Mon cher Polydomso, je crois qu'on a été complet sur le sujet là quand même. Ah non, Hein. carrément, ouais, Ah bah. carrément. Donc réponse le 12 décembre prochain, donc samedi soir. Joshua Pulev, moins Big Shout out à My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très très vite.